on ne peut pas faire de l'égalité si, pendant les 3, 4, 5 premières années de la vie des enfants, la place aux mamans est exclusive ou est privilégiée. Forcément, en empêchant les papas de prendre ce rôle-là, d'abord, on prive, pour moi, l'enfant d'une forme d'équilibre, d'une forme de complémentarité. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence ou en combat les papas, les mamans. Il y a des choses que les mamans font que les papas pourront jamais faire et vice-versa. Euh, Mon épouse a décidé d'allaiter, je peux faire ce que je veux. Dans ma vie, j'arriverai jamais à allaiter. Euh, mais par contre, on parle de notre accouchement. On ne parle pas de son accouchement, on parle de notre accouchement. Euh, Parce on l'a pensé, on l'a imaginé, on l'a construit, on l'a vécu ensemble. Et la place que je prends, bien sûr, j'ai pas eu la douleur, bien sûr, j'ai pas eu les contractions, bien sûr, j'ai pas eu un maître qui m'a traversé le bassin. Bonjour et bienvenue dans Parentalité ancestrale. Les papas. Aujourd'hui, nous parlerons de la place du papa dans la famille. Très souvent, le papa est considéré pendant la grossesse et lors de l'enfantement comme un coparent, comme une figure de soutien, comme quelqu'un qui va juste accompagner la maman. Et puis après, une fois que le bébé est là, dans l'éducation de l'enfant, on considère qu'il fait rôle de figure d'autorité. Mais les pères d'aujourd'hui évoluent, ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie de s'engager, ils ont envie d'autre chose. Quelle est la place du papa aujourd'hui? C'est le sujet du jour et j'ai le grand bonheur d'accueillir Julien qui va se présenter dans un instant pour vous parler du rôle du papa dans les nouvelles familles. À tout de suite. Bonjour Julien. Bonjour Nadège. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci pour celle-ci. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans. Je vis dans une famille avec 4 enfants, famille recomposée. J'avais un enfant, mon épouse en avait 2, et puis on vient d'avoir un quatrième petit bonhomme ensemble. Merveilleux, une vraie petite tribu. Une vraie petite tribu, exactement. Alors, dans l'émission, nous avons 3 grands moments. On a fait le premier qui est la présentation. Le deuxième moment de l'émission, c'est le moment vérité. Il s'agit de répondre à une question, tout simplement, entre une couleur or, vert ou noir, quelle couleur t'attirerait toi? Le vert. Génial! La couleur verte représente le lien. Oui. Donc, ma question pour toi, ça va être, quel est toi, Julien, quelle relation tu entretiens avec tes enfants? Euh, je ne sais pas si j'entretiens une relation avec mes enfants. Je pense que j'entretiens des relations avec mes enfants. Chacun étant un peu unique, chacun étant particulier, chacun étant dans des phases d'apprentissage, de développement très différentes. Je pense qu'il y a une forme d'adaptation, une forme de lien qui est changeant, qui évolue et qui essaie de soutenir au mieux, d'accompagner au mieux les enfants. On a 4 enfants à la maison. Le plus petit, il a 5 semaines et demie. La plus grande, elle a 12 ans. Et puis, il y en a un de 5 ans, il y en a un de 9 ans. Donc, on est vraiment à des âges très, très différents et très, très, euh, à la fois complémentaires et qui nous poussent un peu dans nos retranchements, mon épouse et moi-même. Et donc, ça amène à avoir un lien qui, évidemment, sur les fondements, sur la base, sur les valeurs, sur l'amour, ce lien, il est identique. Mais la manière de le faire vivre, la manière de l'exprimer, va être évidemment différente en fonction de ce dont chacun des enfants a besoin. Mais tu as magnifiquement répondu à ma question. Merci beaucoup. Merci. Parce que souvent, beaucoup de parents sont à la recherche de solutions magiques qui fonctionneraient. Eh bien, il n'y en a pas. Il y a tout simplement à Non. vivre la relation. Et merci à toi de le dire aussi magnifiquement. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique et on voit ici, ce qu'on applique, ce qu'on met en œuvre avec un enfant, ça va pas forcément, ça va être souvent le premier réflexe avec un deuxième. Ou dans une situation similaire, on va aller chercher dans notre zone de confort ce qu'on a déjà mis en place.
Mais en fait, on se rend compte que bien souvent, c'est pas ça qui fonctionne. Et donc, ça devient le point de départ, c'est de dire, tiens, dans cette première situation, on a fonctionné comme ça. Ici, il y a tel et tel élément qui sont les mêmes, ou tel et tel comportement, tel ou tel trait de personnalité qui sont différents. Comment est-ce qu'on s'adapte? Et en fait, on s'adapte en permanence. Je pense qu'il y a un mythe autour de la recherche d'un calme et d'un fleuve tranquille de la vie avec des enfants, en se disant qu'à un moment donné, les choses sont en pilote automatique. Moi, je pense qu'on n'est jamais en pilote automatique et que chaque jour, chaque nouvel enfant, chaque nouvelle situation amène à se questionner, à se réinventer. Euh, voilà, c'est ça aussi qui est beau dans la parentalité. Absolument. Moi, je suis d'accord. C'est ça qui est beau. Qui fait que ce n'est pas... C'est susceptible de, voilà, d'évoluer et de nous faire plaisir aussi. Oui. Magnifique. Nous arrivons donc au troisième moment de cette émission. La vision de l'invité. C'est le moment que tout le monde attend parce qu'on meurt d'envie d'en savoir un peu plus sur toi. Et aujourd'hui, on va partir comme fil conducteur sur le thème donc, de la place du papa. Comme je le disais dans l'intro, il y a dans les années 50, le papa a été relégué dans le couloir. Il attendait en fumant une cigarette et peut-être en buvant avec ses copains. Il y en avait qui regardaient un match de foot pendant que madame était en train d'accoucher. Tout à fait. Et puis, ça a évolué. Il y a de plus en plus de papas dans les salles d'accouchement qui accompagnent un peu plus leurs compagnes. Et puis, aujourd'hui, voilà, c'est un peu, on a l'impression que cette place, elle est un peu floue. Il y a beaucoup de papas qui sont en questionnement de plus en plus, mais ce n'est pas évident. La première question que j'ai envie de te poser, vraiment, Julien, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie, en tant qu'homme, hein, tu as 36 ans, de faire différemment? Donc, quel père, toi, tu as eu et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire peut-être comme lui ou différemment? Alors, c'est sans doute un bon point de départ parce qu'effectivement, quand on devient papa, quand on se retrouve dans ce rôle, ben, les référents qu'on a, enfin, on a un référent, en général, c'est son propre papa, ou des papas d'amis avec qui on a pu passer du temps en particulier. Moi, j'ai un papa qui n'était pas toujours très présent, qui a beaucoup travaillé, qui avait des gros horaires. C'était le seul à travailler, ma maman ne travaillait que quelques jours par semaine. Donc voilà, il travaillait beaucoup pour subvenir à nos besoins. On peut le remercier, mais moi j'ai toujours un peu souffert de cette difficulté de lien, justement. On parlait de la question tout à l'heure du lien. Moi j'étais jamais très à l'aise avec ce lien un peu distant, avec ce lien un peu logistique, fonctionnel. Je viens te chercher au milieu de la nuit, c'est que je t'aime. Je t'ai offert un cadeau pour Noël, c'est voilà ma preuve d'amour. Moi j'ai envie aujourd'hui d'être enfin aujourd'hui, demain, hier déjà aussi, d'être un papa qui est dans ce lien, qui est dans cet amour, qui est reconnu comme un pilier et vers qui mes enfants peuvent se retourner. J'ai envie que quelle que soit leur situation de vie, que ce soit une situation heureuse, une situation malheureuse, une situation difficile, une situation d'enthousiasme, qu'ils aient le réflexe, qu'ils aient l'envie de partager les choses avec moi. Et qu'on puisse, voilà, réagir ensemble, découvrir ensemble, trouver des réponses ensemble à ce qui est en train de se vivre, ou pas, simplement parfois juste profiter du moment et juste être dans cet instant magique d'émotion que l'enfant partage. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre avec les enfants aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui change? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a envie de le faire? Sans doute parce qu'on a un autre regard sur la société, sans doute parce qu'il y a beaucoup de questions d'égalité, de genre, il y a beaucoup de questions de féminisme qui apparaissent. Et autour de ces questions de féminisme, il y a ce que les hommes disent des femmes, il y a ce que les hommes veulent laisser comme place aux femmes. Et puis, moi, je suis convaincu que dans cette question-là, dans la question du féminisme, dans la question de l'égalité des genres, il y a un vrai nœud du problème se trouve dans la place des papas. J'ai été confronté plusieurs fois dans des situations, plein d'exemples. Ça va de la place de parking dans les supermarchés réservée pour maman et son bébé, à l'infirmière qui rentre dans la chambre à la maternité et qui propose à maman de donner le bain, ou encore les blogs ou les sites spécialisés pour papa en devenir qui parlent de biberon, de poussettes et de sexualité.
Ça en devient, enfin, c'est presque caricatural. Et en même temps, quand on fait une recherche sur Google ou sur tout autre moteur de recherche d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on trouve et on est très peu aidé, très peu outillé. Euh, Quand on se confronte également au monde de la petite enfance, dans les écoles, dans les crèches, euh, dans les milieux d'accueil, la place du papa, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. À l'école, c'est l'heure des mamans. Parce que les mamans, elles ne travaillent pas. Hein. En tout cas, à 3h30, elles peuvent aller chercher leurs enfants. Euh, à la crèche, c'est pareil. Dans notre histoire ici, c'est moi qui prends contact avec la crèche. C'est moi, c'est moi le point de contact de la crèche. Et voilà, c'est assez neuf pour eux de traiter avec le papa et d'avoir les rendez-vous. Je trouve que si on veut parler d'une société égalitaire, si on veut que demain, les femmes, les hommes et n'importe quel être humain aient la même place dans la société, ça passe évidemment par la possibilité de laisser au papa le soin de s'occuper entièrement de leurs enfants. Waouh! J'ai envie de me remettre en boucle ce que tu viens de partager parce qu'on a tellement besoin d'entendre ça. Parce que pour moi, il y a deux soucis ici. Hein. Oui. Il y a déjà le jeune homme qui a été éduqué d'une certaine façon. Et j'ai été touchée par ton histoire parce que tu as dit, tu as eu un papa qui travaillait beaucoup, qui était, voilà, comme la plupart d'entre nous. Hein. Le mien aussi, c'était comme ça. Il rentrait le soir, on le voyait un petit peu le week-end. Même le week-end, il avait entre sa voiture et ses trucs qu'il avait à faire. Bon, voilà. Et ce lien distant-là, quand on en souffre, on se dit, ben non, moi j'ai envie de faire et d'être autrement. Moi j'ai envie d'un autre relationnel avec mes Tout à enfants. fait. Il y a ce questionnement-là. Et puis, ça parle aussi du machisme. Comment est-ce Ouais. que, voilà, moi, jeune homme de 30 ans, je me sens un vrai Ouais. mâle. Ouais. Il y a Tout ça, à fait. voilà. Et effectivement, la question de l'égalité, du féminisme, mais tout est Ouais. là, en fait, tout part de là. Oui, moi je pense sincèrement qu'il y a une grosse partie de ça. On ne peut pas faire de l'égalité si pendant les 3, 4, 5 premières années de la vie des enfants, la place aux mamans est exclusive ou est privilégiée. Forcément, en empêchant les papas de prendre ce rôle-là, d'abord on prive pour moi l'enfant d'une forme d'équilibre, d'une forme de complémentarité. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence ou en combat les papas, les mamans. Il y a des choses que les mamans font que les papas pourront jamais faire et vice-versa. Euh, Mon épouse a décidé d'allaiter, je peux faire ce que je veux. Dans ma vie, j'arriverai jamais à allaiter. Euh, mais par contre, on parle de notre accouchement. On ne parle pas de son accouchement, on parle de notre accouchement. Euh, Parce on l'a pensé, on l'a imaginé, on l'a construit, on l'a vécu ensemble. Et la place que je prends, bien sûr, j'ai pas eu la douleur, bien sûr, j'ai pas eu les contractions, bien sûr, j'ai pas eu un maître qui m'a traversé le bassin. Je ne peux pas imaginer ce que c'est, mais euh, en complémentarité dans ce moment, moi j'ai vécu, parce qu'on a accouché à la maison, j'ai vécu la question de l'organisation logistique, de la responsabilité des enfants qui étaient là, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce que j'appelle la sage-femme, quand, comment, euh, et d'accompagner, d'être vraiment dans l'accueil de mon épouse, dans sa douleur, dans son stress, dans le moment qui est en train de se vivre. C'est autre chose. Ce n'est pas une douleur physique. Ce n'est pas comparable. Il ne faut pas se dire c'est plus, c'est moins. J'ai droit à un repos de paternité plus long parce que j'ai vécu ça ou pas. La question n'est pas là, c'est j'ai une place. J'ai ma place. Ce n'est pas une place simplement d'accompagnant. C'est une place à part entière qui permet de vivre un projet de naissance à la maison, qui permet d'accueillir notre enfant dans notre foyer, qui permet d'être le premier contact épidermique avec mon enfant. C'est moi qui suis allé l'accueillir. Euh, et ça, c'est magique. C'est juste magique de pouvoir faire ça et de pouvoir créer ce lien du coup, qui, d'emblée, dès le premier instant, euh, est très, très fort. Est vraiment très, très fort. Et même dans cet accompagnement-là, donc il y a l'accompagnement physique, hein, mais au Mmh. niveau énergétique, elle sait qu'elle est là, elle peut vraiment s'abandonner. Parce Mmh. qu'une femme qui accouche, elle s'abandonne mieux, d'autant mieux quand elle a confiance Tout à fait. aux personnes qui sont là. Donc, c'est hyper précieux. C'est un rôle, mais vraiment précieux, quoi. De pouvoir compter sur Oui. le papa. Personnellement, moi, dans mon expérience, moi, j'ai un mari qui, on en a parlé longtemps, ça s'est finalement très, très bien passé, mais le moment où j'accouchais, j'avais vraiment peur parce que je sais qu'il tombe dans les pommes assez facilement. Ouais. On en a beaucoup parlé. Donc, quelque part, on en a parlé après, j'avais du mal à complètement lâcher parce que je me disais, C'est il ne va pas ça. y arriver. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Et c'est donc Oui. après, on a beaucoup discuté.
il me disait, oui, mais tu galères tout le temps le contrôle. Mais oui. Donc, je veux dire, c'est hyper précieux de se dire, je ne suis pas seule, quoi. Donc, c'est vraiment… Oui, et en même temps, c'est important de pouvoir communiquer parce que même pouvoir dire à son épouse, à sa compagne, je ne suis pas capable, je vais pas pouvoir le faire, ça permet au moins de mettre des mots et de préparer le moment. Nous, on l'a fait de cette manière-là, c'est super bien passé, on est très heureux tous les deux, mais on se rend compte que c'est par notre communication, par notre échange qu'on a pu rendre ce projet concret. C'est ça pour moi le plus important. Euh, c'est de veiller à ce que ce moment qui est tellement rempli d'imprévus, le moment de la naissance, qui est tellement rempli d'imprévus, de magie, d'émotions, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment on va réagir, on sait pas, voilà, on n'a plus aucune notion du temps, on n'a plus aucune notion de rien du tout. Mais s'être dit, OK, je sais de quoi moi je suis capable, je sais ce que l'autre a besoin, de quoi l'autre a besoin, ce dont il a besoin, ou elle a besoin. Je connais mon espace dans lequel je vais pouvoir évoluer. Et j'ai connu les limites. J'ai déjà défini quelles étaient mes limites, quelles étaient les limites de mon compagnon, de ma compagne. Et donc, on voit dans quelle zone on évolue ensemble. Et à partir du moment où on sait dans quelle zone on peut évoluer, je pense que de toute façon, quelle que soit la manière, ça va bien se passer. Et c'est ça le plus important, c'est la communication. Et puis après, la largeur, la taille de la bulle qu'on arrive à créer autour de la naissance, elle est variable en fonction de chaque histoire, de chaque situation, de chaque naissance. Mais oui, être dans la bulle, être le garant de cette bulle, quelle que soit sa taille, il ne faut pas se mettre la pression, quelle que soit la taille de la bulle, c'est un rôle essentiel. C'est un rôle essentiel. Le rôle de Ouais, papa, d'accompagnant est vraiment essentiel. Mais justement, quand tu parles de communication, c'est ça en fait la base de tout. Hein. De toute relation, c'est la communication, donc dans le couple avec les enfants. Et quand je reviens sur mon histoire, nous aussi, on a accouché à la maison pour notre premier enfant. Et ben, comme justement mon mari a pu verbaliser ce petit souci d'éventuellement ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, ça a permis que j'ai pris une doula qui était en mmh, retard à ce moment-là, mais à un moment donné, elle est arrivée. Donc, ça a fait que quand elle est arrivée, là, j'ai vraiment pu ouais, c'est ça, rentrer plus en profondeur. Mais c'était OK. Si on n'en avait pas parlé, on n'aurait pas pu prendre cette décision-là. Donc, la communication est hyper tout à importante. fait. Ouais. Et avec les enfants aussi. Autour de ce projet d'accueillir notre enfant à la maison, c'était aussi important que dès le départ, on communique de la juste manière avec les enfants euh, pour les, pour les rassurer sans trop les inquiéter, leur dire comment ça allait se passer, en sachant qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et que quand on a trois enfants qui viennent de deux foyers différents, à un moment donné, en fonction de l'arrivée le jour, la nuit, la semaine paire, la semaine impaire, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et là, c'était important avec les enfants de bien communiquer, d'être dans le bon ton, d'accueillir leurs craintes, d'accueillir leurs questions, chacun de manière très différente. Euh, notre grande a été plus sur l'émotion, plus sur l'envie de partager le moment, le cadet plus sur les questions logistiques, comment ça va se passer et où et le matériel, etc. Euh, donc c'était assez marrant, mais du coup, en parler avec eux, ça a permis aussi de nous de verbaliser certaines choses, de se poser certaines questions, de se repositionner par rapport à certaines croyances. Donc, mine de rien, en essayant de les rassurer eux, on se rassure nous, ils nous bousculent et ils nous confrontent à nos certitudes, ce qui est toujours intéressant, évidemment, dans le rôle de parent. C'est ce que moi, j'aime le plus dans l'accompagnement des parents, c'est qu'on s'élève et on les élève et on s'élève avec eux. Donc, ils nous élèvent aussi, ils nous font grandir aussi à chaque pas. En tout cas, merci pour tes partages. Avec grand plaisir. Franchement, je suis très, très contente de faire cet échange avec toi sur ce sujet tellement important de la place, du rôle du papa Oui. aujourd'hui. Donc, donc, tu nous as parlé donc, de ce cheminement hein, que tu as fait Mmh. finalement. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour ton premier enfant. Est-ce que dès ton premier enfant, tu étais déjà dans ce travail d'accompagnement, en tout cas d'ouverture par rapport à ton rôle de papa? J'étais pas aussi ouvert. Ça a été un coup de boost dans le cheminement. Euh, avec dans ma première histoire d'amour, dans ma première histoire de couple, qui n'a pas été soutenue, qui n'a pas été accueillie de la même manière. Moi, j'étais beaucoup plus dans l'incertitude, dans les doutes, dans la recherche de référents, la recherche de quel père j'allais être, quel père j'étais. Ça n'a pas été très, très facile. Euh, et puis, avec ce premier enfant que j'ai vécu quelques mois seul avec lui, au moment de la séparation.
Et là, pour moi, ça a vraiment été une révélation, ça a vraiment été un cheminement. C'est vraiment l'aboutissement, pas l'aboutissement du cheminement, parce que je pense que la vie d'un papa est faite, la vie d'un parent est faite d'un cheminement. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience du papa que j'avais envie d'être, de la manière dont j'avais envie d'être avec lui, avec eux. Si j'avais, à ce moment-là, je ne savais pas que j'aurais l'opportunité d'avoir une famille nombreuse. Euh, mais je savais quel cap je voulais prendre. Et ça a vraiment été ce moment où je me suis retrouvé face à lui, lui face à moi, avec, voilà, Et avec ces questions, avec toutes les questions et tous les avec doutes. Euh, c'était il y a 4 ans, j'avais 32 ans. non, non, le petit, en Le fait. petit, le petit, il avait 2 ans. Le OK. petit, il avait 1 an et demi, 2 ans. Et donc, oui, ces questions, ces doutes, ces incertitudes, la solitude par rapport à tout ça, et de se dire, mais en fait, je ne dois pas, je n'ai pas l'obligation d'être dans le sillon d'une maman. Je ne suis pas l'aide de camp d'une maman, je ne suis pas le second d'une maman, je ne dois pas être une deuxième maman non plus. Je dois être un papa et je prends mon rôle de papa. Et j'assume pleinement ce rôle de papa qui est différent, qui ne va pas du tout amener la même chose, qui ne va pas spécialement être l'autorité, qui ne va pas spécialement être le cadre. Ce n'est pas comme ça que je le vois en tout cas, même si la relation de parents, c'est une relation d'autorité, une relation Automatiquement, de qu'on cadre, soit mère ou automatiquement. père. Tout à fait. Qu'on soit maman ou papa, mais c'est ce que je dis tout Mais le temps, on est forcément dans cette. On pose le cadre de la relation, de on est l'accompagnement. obligé, on est On est obligé. obligé. Et donc, c'est complètement aberrant de dire voilà, moi je suis maman, je suis dans l'amour, et le papa il est dans l'autorité. C'est complètement. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez câlin, d'assez tactile. Donc, mes enfants, je les embrasse, je les étreins. J'aime bien avoir des gestes d'affection vers eux qu'ils ressentent l'amour aussi de manière physique, parce que les mots ils sont importants, mais c'est pas toujours suffisant. Il y a des moments où les mots ne sont pas à la bonne place. Ce qui est plus facile quand on est papa que quand on est beau papa. La relation tactile, J'allais poser comme deuxième question. ouais, Et puis, tu as rencontré ta nouvelle compagne qui avait déjà ouais, 2 enfants. Qu'est-ce que tu ouais. n'as pas eu des peurs par rapport à la vie commune? Si, bien sûr. Bien sûr, il y a des peurs. Il y a eu des peurs, il y a toujours des peurs. Ça reste, ça reste très particulier de rentrer dans la vie de deux enfants euh, qui ont leur trajectoire, qui ont déjà la conscience de ce que c'est un papa, qui en ont un, euh, et qui ici doivent se confronter à deuxième figure paternelle. Je ne sais pas vraiment comment il faut le dire, je ne sais pas comment eux vraiment m'appellent, ils ne savent pas encore. Parfois ils disent oui, c'est mon beau-père, parfois ils disent oh, c'est l'amour de ma maman, avec plus ou moins de distance. Euh, Ça dépend des moments et de leur état émotionnel. C'est la vie, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Après, ils disent ça comme ils veulent et ils vivent ça comme ils veulent. Je n'ai pas de stress par rapport à ça. Euh, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de difficultés parce que il y a une autre relation à avoir. Je trouve il y a une place un peu différente. On peut pas être dans le même, on n'est pas tout à fait dans le même lien, on n'est pas tout à fait dans le même rapport. Euh, on est dans une figure parentale, mais qui est un petit peu en dehors du cercle classique du parent. Et j'ai pas encore. C'est un cheminement qui est encore beaucoup en cours chez moi. Trouver des Ils mots, sont à trouver la un âge manière un de. petit peu. Voilà, ils vont vers l'adolescence. C'est aussi c'est une période qui est déjà un peu délicate, même quand on est parent. Ouais, 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 c'est la période délicate. Particulière, en même temps très intéressante en tant que parent. Euh, oui, ça ajoute une couche, parce qu'on sait que l'adolescence, elle amène aussi son lot de critiques particulières, euh, d'attaques, de jugements par rapport à l'autorité parentale qui nous enseigne. Et si on se souvient de notre propre histoire, enfin, moi personnellement, je l'ai bien exercé ce rôle-là. J'en suis bien conscient, et donc j'imagine qu'ils vont bien le faire aussi. Et c'est vrai que du coup, ça amène encore plus de doutes et de peur par rapport à ça. C'est-à-dire à un moment donné, être confronté à, à des attaques, à des jugements, à des questionnements, à des critiques qui peuvent faire mal parce qu'en plus, ils sont malins, donc ils tapent juste, Oh oui, ils savent exactement sur quelle corde tirer pour pouvoir se faire entendre et voilà, actionner un peu d'émotion chez l'autre. tout à Mais fait. c'est vraiment pas une place facile de devenir comme ça beau parent, moi beau papa, mais discuter avec des amis ou des amis qui sont un peu dans des situations similaires. Euh, il y a un rôle de test, il y a un rôle de confrontation, il y a un rôle de besoin
de justifier sa place. De justifier la place qui est beaucoup plus importante, évidemment, qui se fait de manière naturelle, ou en tout cas plus naturelle quand on a un lien de sang. Euh, Ici, c'est plus compliqué, mais bon, on s'amuse C'est quand même. partie du cheminement, mais oui. Ouais. Est-ce que l'autre papa, donc, parce que c'est ça qui change tout en fait, Mhm. comment est le papa de tes beaux enfants Ouais. par rapport à son, comment je vais dire, par rapport à sa relation avec ses enfants? Est-ce il est aussi dans une approche plus relationnelle ou pas? Ça change tout en fait. S'il a un papa qui est très autoritaire et que toi tu es plutôt un papa plus ouvert, là ça crée un souci aussi d'acceptation enfin, de ta place, quoi, je trouve, hein, personnellement. Donc. Ouais, je pense que c'est également un papa qui est rempli d'amour, qui a vraiment envie d'être proche de ses enfants, qui a envie de les accompagner. Après, on le fait de manière fort différente, parce qu'on a des centres d'intérêt différents, parce qu'on a des motivations dans la vie qui sont différentes, mais fondamentalement, nos valeurs de lien, nos valeurs d'amour, je pense qu'elles sont assez semblables. Donc, on n'est pas dans un conflit d'autorité non plus, dans une compétition de cadre. Ça, D'accord. je ne pense pas. Parfois, Je ne le ressens parfois, il y pas. a des familles recomposées qui Mm. souffrent de ça, du fait que l'autre papa, enfin, celui qui a le lien de sang avec les enfants peut se braquer parfois et être justement dans une compétition. Mais, Et c'est encore plus compliqué. ben, j'ai même l'impression parfois que c'est nous ici qui avons plus d'exigences et qui avons un niveau d'attente vis-à-vis ben, je ne vais pas dire E4 parce que bon, le petit c'est encore un peu difficile, mais en tout cas par rapport à E3 qui est plus élevé que chez leurs autres parents. D'accord. Euh, pas sous la forme de l'autorité, pas sous la forme du dictat. On essaie de faire ça avec beaucoup de bienveillance et notre projet de parentalité, en tout cas, on le construit autour de quelles clés est-ce qu'on donne à nos enfants euh, pour un jour construire leur propre vie. Et on estime que les clés pour construire sa vie, on les acquiert dès les premières années. Euh, que ce soit l'esprit critique, que ce soit euh, tous ces éléments-là, je pense qu'on les apprend dès les toutes premières années de sa vie. Et donc, on est assez attentif à ce que dès aujourd'hui, ben, ils soient en marche. Alors, avec leur rythme, avec leur taille de pas, évidemment, qui correspond à leur âge et à la taille de leurs jambes, mais qu'ils soient en tout cas déjà en marche vers cette capacité d'être autonome, de faire des choix, d'être critique, de pouvoir évaluer les choses. Voilà. Je pense que parfois, il doit un peu nous prendre pour des emmerdeurs. Mais c'est aussi ça, être papa. D'ailleurs, c'est bien, je te pose la question pour toi, c'est quoi être un papa? Ah, je pense que c'est la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile sur laquelle mettre des mots. euh, parce que parce qu'être papa, c'est tellement de choses. Euh, Il n'y a pas un rôle de papa. Je fais le lien avec ce que je disais au début. J'ai pas un lien avec les enfants et je pense que je n'ai pas une facette de papa. Euh, en tout cas, j'espère que je ne leur renvoie pas une facette de papa. Euh, je pense que c'est être là avec eux, c'est les accueillir, s'ouvrir à eux, les aider à découvrir le monde en se découvrant eux-mêmes, en les découvrant eux-mêmes aussi, puisque bah, chaque jour, ils apprennent un peu plus sur eux et chaque jour, nous, on apprend sur eux. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas qui ils vont devenir. Euh, et moi, je vois vraiment mon rôle comme étant ce petit Sherpa de montagne qui va aider à porter les valises et qui va, avec un peu d'expérience, avec un peu de connaissance de la montagne, euh, les aider à choisir le bon chemin. Mais en même temps, c'est pas moi qui suis en tête de file. C'est eux qui tracent leur route. Ils peuvent compter sur moi, mais ça n'empêchera pas d'être fatigué, ça n'empêchera pas de devoir faire demi-tour, ça n'empêchera pas que le chemin soit un peu plus long. Mais si je dois, ouais, je dis ça un C'est beau. peu de manière spontanée, mais si je dois définir mon rôle, c'est un peu un rôle de Sherpa dans la vie. C'est beau ce que tu dis là. Franchement, moi, je voudrais bien un papa comme ça. Je pense que c'est trop tard. C'est foutu là. Mais c'est effectivement moi ce que
Parce que nous, en tout cas, on essaye aussi d'apporter à nos enfants, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on ne sait pas dans quel monde ils vont évoluer demain et comment est-ce qu'on va mieux les armer, enfin les armer, les affûter en tout cas, tout en respectant leur nature pour qu'ils puissent avancer leur Oui, ouais, demain. c'est ça. Et ça se traduit dans des choses très concrètes, hein. Si je prends une question très, très, très d'actualité, l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, Parce que c'est une vraie question qui vit En chez plus, notre je sais grande, voilà, euh, à 12 ans, c'est qui très a 12 ans, qui a son téléphone, qui a accès à une série d'applications de réseaux sociaux, euh, avec les suivants qui sont déjà en train de se dire: Ah, moi, quand j'aurai 12 ans, j'aurai aussi mon téléphone, je pourrai aussi faire ma petite vidéo, envoyer mes photos, tout ça. Et donc, c'est évidemment très challengeant par rapport au rôle de parents parce qu'ils utilisent un outil que nous, on utilise au quotidien. Enfin, le smartphone, on l'utilise tout le temps. C'est notre outil de travail, c'est notre outil de relation avec nos familles, nos amis. Mais en même temps, les médias qu'ils utilisent, on ne la connaît absolument pas. Les codes qu'ils utilisent, on ne les connaît absolument pas. Euh, et je pense que quand on s'est dit, OK, on va le faire, on ne va pas le faire, on va l'autoriser, on ne va pas l'autoriser, on s'est dit, on a plusieurs possibilités. Soit on interdit complètement et on pousse à ce que soit ce soit une utilisation par l'interdit, soit ce soit de la frustration, de la vexation, voire de la colère à notre égard. On aurait pu le faire. Soit on l'autorise, et on l'autorise en ouvrant complètement les vannes, ou en limitant, en contrôlant, etc. Bref, c'est une question éminemment compliquée, sachant qu'on est incapable, à moins de faire vraiment une analyse complète de l'utilisation de ces applications, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, même Instagram, qu'on connaît un peu mieux, mais les deux premières, on ne connaît absolument pas. Donc, soit on est là, on surveille, et ça devient un espace dans lequel il y a toujours l'ombre du parent qui plane et qui empêche l'enfant sa libre expression, qu'elle soit créative, émotive ou relationnelle, mais avec les dérives que ça peut amener. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est accompagner les enfants à être attentifs à ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Tiens, avec qui est-ce que je peux rentrer en relation? Je reçois une demande d'amis, est-ce que je connais la personne? Est-ce que je ne connais pas la personne? Est-ce que mon compte est en public? Est-ce que mon compte est en privé? Est-ce que je partage? Est-ce que j'ai envie que d'autres personnes le voient? Et donc c'est ça qu'on essaye d'amener avec eux, c'est se questionner avant que les choses ne se passent, plutôt que de subir et de devoir réparer. Mais c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué. Mais c'est vraiment, pour faire le parallèle avec ce rôle de Sherpa, je trouve que c'est vraiment ça, c'est de dire, je ne donne pas le chemin, je ne te dis pas quel compte tu peux suivre, quel compte tu ne peux pas suivre. À toi de faire tes propres expériences, à toi de trouver ton chemin, mais je te donne les outils pour que ce soit une bonne expérience, en tout cas une expérience enrichissante pour la suite de ta vie. Et si jamais ça se passe mal, ben on va en discuter. Je suis là. Voilà, je suis là, on est là, on en discute directement, indirectement, on ne se juge pas, et en tout cas, on laisse le droit à l'erreur. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de transmettre à nos enfants, c'est le fait que l'erreur, elle amène l'apprentissage. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de reconnaissance de l'erreur, a priori, il n'y a pas d'ouverture on n'ouvre pas la porte de la découverte et de l'apprentissage. Donc on essaie de leur dire que c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de se planter, c'est pas grave à un moment donné, voilà, accepter de voir ou de partager du contenu qu'au final on n'a pas voulu diffuser. Mais voilà, on essaie de limiter la casse avec les outils au préalable. Et puis si ça se passe quand même, ben voilà, on est là, on accompagne et on aide à surmonter la chose. Merci beaucoup, Julien. Je pense que tout est dit là. On a une très bonne idée de ta vision, en tout cas, du rôle de papa. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le rôle des papas, sur la place des papas. Moi, je pourrais en discuter pendant des heures, vraiment, c'est un Si vrai tu es plaisir. d'accord, je vais Ah, te inviter parce que j'ai vraiment envie que tu me ouais, parles de comment on est papa, beau papa d'une tribu de quatre. Tu vois, comment est-ce ouais, qu'on est, comment ouais, est-ce que tu parlais du lien qui change ouais. selon l'enfant. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu ça avec des exemples concrets. Je trouve ça vraiment Ouais, intéressant. avec plaisir, on peut en discuter, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, avec tout ce que ça amène aussi comme frustration chez l'autre, hein, la règle qui n'est pas la même euh, pour Oui, un enfant, pour l'autre, le besoin de s'adapter. Quelles sont, nous, les clés il y a des choses qu'on garde de manière très différente. Hein, parce que, par exemple, ben, on parle des réseaux, on parle des écrans.
les premiers, ils ont dû attendre 6 ans, 7 ans avant de regarder la télé. Et puis après, à 4 ans, à 3 ans, on les met devant les tablettes. Donc, il y a effectivement une forme de fluidité qui se fait, d'assouplissement par rapport à ces règles. Et en même temps, il y a des choses qu'on garde de manière inflexible, quoi. Comme quoi, par exemple? Il y a toujours une différence dans les heures de coucher. Mhm. C'est pas forcément, on n'a pas d'horaire fixe. Ça peut être un peu variable par rapport à ce qu'on vit dans la journée. Mais par exemple, ce qui va absolument pas changer, c'est que le plus petit va dormir le premier et le plus grand va dormir le dernier. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, parfois c'est de l'ordre du symbolique. Parfois, c'est juste le temps d'aller mettre un au lit, puis on redescend et on accompagne l'autre. Mais ça nous paraît important. Ça maintient une différence et ça maintient des places dans la fratrie. Absolument. Et Voilà. tu me donnes envie de faire un partage de la sagesse ancestrale. Moi, c'est ma passion. Et en fait, souvent, on me demande, mais comment tu fais pour que tes enfants s'entendent aussi bien? Et je dis, mais parce que chacun a sa place. Ouais. Le problème dans notre société qui cherche l'égalité, alors qu'il faut plutôt rechercher une équité, hein, ça Oui, c'est mon point de c'est vue, ça. c'est qu'on oublie en fait que si tu veux que l'aîné, donc celle qui a 12 ans et celui qui a 9 ans, que la relation soit fluide, il faut reconnaître la place. Elle a 12 ans, Tout à elle n'en a fait. pas 9. Toi, tu as 9 ans, tu n'en as pas 12. C'est évident, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas Ouais. avoir accès aux mêmes choses. Et quand on fait comprendre ça à l'enfant, privilège de plus grand et C'est ça. rôle de plus petit, donc toi, tu es grand, donc tu es censé protéger un petit peu ton petit frère Ouais. qui est plus petit. Et du coup, en contrepartie, tu as des privilèges comme te coucher plus tard. Ouais. Voilà. Et en fait, ça apaise les Tout à tensions. fait. Et nous, dans le fait de recomposer une famille, ça nous a vraiment obligés à très rapidement, dans la recomposition, à traiter cette question de la différence entre l'équité et l'égalité. Ça, c'est vraiment quelque chose que très rapidement, on a dû expliquer, on a essayé d'imager. Il y a souvent des petits, sur les réseaux sociaux, on voit des petites images comme ça, avec des gens qui veulent regarder au-dessus d'une palissade. Ça, t'en mets 3 blocs au plus petit, toi, t'en mets un à chacun. On a utilisé ces images-là pour dire il y a l'égalité et il y a l'équité. Nous, notre projet de parents, c'est d'être équitable et de s'adapter à vos besoins pour vous faire atteindre à tous la même chose. C'est pas facile à accepter pour eux. Dans la tête d'un enfant, ça paraît c'est du chinois. Mais en même temps, comme tu l'as dit, on a quelque chose de fluide, on a une relation qui est positive, on a des relations qui sont très amicales, Enfin, on a une chaude fratrie, quoi. Ils ont On a le des droit enfants de qui… dire je ne suis pas Ouais, d'accord, j'aime pas trop, je suis pas content, mais n'empêche que c'est la règle et c'est OK. On c'est peut. ça. Ah, ils questionnent la règle, ils essaient de la comprendre. Et en même temps, quand ils la questionnent et qu'ils essaient de la comprendre, ça veut dire que nous, on a réussi quelque chose. Parce qu'ils ont un esprit critique et ils sont capables de… Et puis parfois, ça nous amène à changer les règles. Parce qu'on se rend compte que dans notre explication, l'équité qu'on a visée, bah, voilà, elle n'est pas parfaite. Donc on dit OK, on reconnaît qu'on s'est trompé. Et parfois on dit la règle, c'est la règle. C'est comme ça. C'est Ça ne te fait pas lisible. plaisir, mais c'est comme ça. Je le disais, il y a beaucoup de choses à dire sur le papa. Mais moi, j'ai vraiment envie d'inviter les papas et d'inviter des mamans à inviter les papas à oser, à s'ouvrir à leur propre paternité, à oser se poser des questions, à oser prendre une place, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas il a pas de pression, il n'y a pas de modèle ultime. Il faut juste être bien dans ses baskets, il faut avoir l'envie de le faire. Et rien que le fait d'en parler et de se dire, tiens, j'ai vu cette vidéo et c'est vrai que les papas peuvent prendre une place et j'ai envie de la partager à quelqu'un, j'ai envie que quelqu'un se pose des questions, bah, je pense qu'on aurait déjà fait une partie du job. Et on pourrait être content. Absolument. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de terminer avec la phrase que je dis souvent, eh bien, que les mamans maternent et que les papas y paternent. Tout C'est simplement. ça, tout à fait. Je ne dis pas assez souvent. Merci Julien pour. Avec grand plaisir. Merci à toi, Je dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. quand tu veux. Salut.